Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Il y a une question qu'on me pose très souvent, c'est comment je fais pour être rentable quand j'utilise Google Ads avec mon site e-commerce. Et très honnêtement, je suis certainement pas la meilleure personne pour répondre à cette question. Tout simplement parce que moi je maîtrise pas vraiment Google Ads. Je l'ai utilisé, mais c'est vraiment pas l'outil sur lequel je suis le meilleur. Moi, c'est le référencement naturel. Et donc, comme c'est une question qui revient très souvent, j'ai voulu trouver une personne pour répondre à cette question. Et j'ai pas eu besoin de chercher bien loin parce que je connais Mathieu Tranvan, qui est pour moi la référence en termes de Google Ads. Je t'explique un petit peu ce que Mathieu, c'est quoi le parcours de Mathieu pour que tu comprennes à quel point Google Ads il maîtrise et à quel point il est capable de nous guider pour faire des campagnes rentables sur Google Ads. Mathieu, il a créé déjà son agence spécialisée dans le e-commerce qu'il a maintenue pendant plusieurs années. Ensuite, il a rejoint Google en tant que directeur de clientèle. Donc, il a travaillé pendant 10 ans chez Google. Il a travaillé pour des agences comme L'Oréal, pour Danone, il a travaillé pour Hermès, il a travaillé pour plein d'entreprises du CAC 40 et il a géré des centaines, des milliers de comptes pour ses clients, pour les agences avec qui il travaillait. Donc, il a passé un très, très grand nombre d'heures sur Google Ads. C'est aussi un formateur. Il forme en digital marketing et en search marketing depuis 2010. Donc, non seulement il sait de quoi il parle, mais en plus, il sait l'exprimer, il sait l'expliquer aux gens. Ça fait plus de 15 ans qu'il gère des comptes Google Ads. Et là, il a quitté Google pour rejoindre une startup qui se lance, qui s'appelle Data-Ads, et là encore, on est dans du Google Ads parce que l'objectif de cette startup, c'est d'améliorer les conversions, de créer des outils qui vont améliorer les conversions après le clic, une fois que la personne est arrivée sur ton site. Donc il est toujours dans Google Ads et dans l'acquisition de trafic et la conversion derrière. Et c'est pour cette raison que ça m'a paru évident de demander à Mathieu de répondre aux questions que je lui ai posées aujourd'hui sur Google Ads. Et voilà ce que tu vas apprendre dans cet entretien que j'ai eu avec Mathieu. Tu vas voir déjà c'est quoi le rôle d'un directeur de clientèle chez Google, de voir c'est quoi le scope d'action que Mathieu pouvait avoir chez Google. Je me suis aussi permis de poser une question très personnelle, de savoir un petit peu est-ce que quand on travaille chez Google, ça se passe vraiment comme on voit dans les documentaires et dans les reportages. Donc tu vas voir, c'est assez sympa au niveau de sa réponse. Je vais aussi demander à partir de quel budget on peut faire du Google Ads, à partir de combien on peut espérer être rentable et efficace avec Google Ads, combien il faut investir. Je lui ai demandé aussi dans quel cas est-ce que c'est mieux de faire sa pub tout seul ou de passer par une agence. Et je lui ai aussi demandé comment est-ce qu'on fait pour savoir si l'agence avec qui on va travailler, c'est une bonne agence, pour avoir des faisceaux d'indices pour nous dire ok, cette agence c'est plutôt bon ou cette agence c'est plutôt mauvais, vaut mieux pas que j'y aille. Tu verras qu'il a été très précis, il a donné plein de critères super intéressants. Je lui ai aussi demandé quelles sont les étapes si moi je veux faire mon Google Ads moi-même tout seul, c'est quoi les étapes, par où je dois commencer pour justement pas aller droit dans le mur et éviter de perdre de l'argent. Là aussi il a été très précis, il nous a donné plein d'étapes, donc c'est super cool. Et je lui ai demandé aussi si d'après lui il y avait des marchés ou s'il y avait des cas de figure où franchement le Google Ads ça sert absolument à rien d'y aller en fait, c'est même pas la peine d'essayer. Et enfin, je lui ai demandé de nous parler très rapidement de ce que contenaient ces formations, parce qu'il a une formation sur Google Ads que tu pourras rejoindre si tu veux. Je te mettrai le lien dans la description du podcast. Il nous a détaillé un petit peu à qui ça s'adressait, ce qu'on va retrouver dedans et c'était quoi l'objectif finalement de ces formations. Personnellement, j'ai adoré faire cette interview. J'espère que toi, tu apprécieras de l'écouter. Et sans plus tarder, je te laisse avec ma discussion avec Mathieu Tranvan. Salut Mathieu, comment vas-tu ? Merci d'être sur le podcast. Salut Olivier, ça va super, merci beaucoup et merci de m'avoir invité du coup. Je suis honoré d'être là. Ok, écoute, c'est un plaisir. Ça fait longtemps que je te suis et qu'on se suit mutuellement sur Internet et voilà, comme je disais avant l'enregistrement, je voulais parler de Google Ads et il n'y avait pas trop de doute que c'était à toi que je voulais m'adresser. Donc c'est vraiment cool que tu sois là. Je pense qu'on va faire un super épisode aujourd'hui. Écoute, est-ce que tu peux nous dire un peu
ce que tu as fait pendant 10 ans chez Google en tant que directeur de clientèle. C'est quoi exactement le job de directeur de clientèle chez Google ? Oui, alors en effet, effectivement, j'ai fait 10 ans chez Google, même si aujourd'hui, j'ai changé un peu de crèmerie puisque je fais partie du comité de direction d'une startup qui s'appelle Data Ads, qui en fait édite une technologie de post-click expérience pour augmenter la conversion des campagnes Google Ads. Et du coup, pourquoi on fait ça ? Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, Google Ads va de plus en plus vers l'automation et on se dit que ce qui se passe finalement sur le site et cette notion de post-click expérience, ça devient un énorme gisement d'optimisation. Alors, on est une jeune startup, on a été créé en 2021. On a une quinzaine de salariés. On vient de boucler en fait 2 millions d'euros de levée de fonds pour développer notre technologie et partir à l'international. Mais en effet, avant ça, j'ai passé une décennie chez Google. Alors d'abord en fait en tant que chargé de grands comptes sur le marché français, puis ensuite en tant que directeur de clientèle dans les équipes globales. Alors du coup, pour revenir à ta question, qu'est-ce que c'est un directeur de clientèle ? En fait, son rôle, c'est de travailler avec les directions digitales des plus belles entreprises du monde, finalement, pour les aider à définir la stratégie marketing qu'ils vont avoir sur Google, et ça pour toutes leurs marques, et ensuite les aider à coordonner le déploiement de cette stratégie pour tout leur marché. Donc ça, c'est vraiment la spécificité du directeur de clientèle global. Et donc, tu travailles en fait sur des projets de grande envergure qui ont une très forte connotation média. Ça peut être, par exemple, tu vois, écrire des guidelines de Google Ads qui vont être suivis par 10 000 marketeurs dans le monde, ou alors avoir un projet qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser le flux de données, comme des flux de campagne shopping ou des choses comme ça. Et du coup, moi, mon portefeuille chez Google, il équivalait à 300 millions de dollars d'investissement annuel de budget Google Ads. Donc, tu vois, c'est quasiment la masse salariale d'un club de foot. C'est d'un très grand club de foot. Voilà. Et après, c'est vrai que quand même, chez Google, on retrouve des variantes un peu du directeur de clientèle. Ils ont tous un même point commun, c'est qu'ils travaillent vraiment sur des grands comptes, sur des très grands comptes. Après, tu as des personnes aussi des directeurs de clientèle qui sont plus en charge finalement de la relation avec ces grands comptes dans chacun des pays. T'en as d'autres, ils ont une couleur un petit peu plus tech, où ils vont être peut-être, par exemple, plus orientés cloud, data marketing, Google Marketing Platform, etc. Donc là, ils vont plus parler d'infrastructure avec leurs clients. Mais globalement, finalement, c'est ça le rôle de directeur de clientèle. Ok, et toi, tu étais plutôt tech ou plutôt à gérer directement avec les rencontres ? C'était quoi plutôt ta spécificité ? Oui, effectivement. Donc moi, c'était vraiment, en fait, ma spécialité, c'était tout ce qui était perf marketing. Donc j'étais ni dans la personne qui gère la relation, vraiment pure, tu vois. J'étais pas dans la partie tech. J'étais vraiment la personne qui les conseillait sur l'aspect performance marketing. C'est vraiment, en gros, comment tu fais pour mettre 1 euro dans la machine et faire en sorte qu'il t'en ressorte 3 euros de marge derrière, quoi. Okay. Ça, c'était ma casquette et c'était mon rôle. Ok, donc tu regardes les chiffres, tu essaies de comprendre ce que veulent dire ces chiffres-là, et puis tu en ressors des pistes d'amélioration et tu conseilles derrière tes clients, quoi. Ouais, entre autres. Et puis là aussi, ce qui est très intéressant dans ce rôle-là de directeur de clientèle global, du coup, puisque là, la spécificité, c'était que c'était vraiment pour le monde entier et l'ensemble des marchés. C'est que du coup, en plus de ces chiffres, etc., donc là, imagine, c'est des clients, ils ont peut-être 10 000 comptes, en fait. Ils possèdent 10 000 comptes Google Ads. Donc aussi, il faut que tu arrives à établir une stratégie qui puisse fonctionner un peu partout dans le monde, pour n'importe quel type de marque. J'avais des clients qui vendaient à la fois, tu vois, du vin, comme des chaussures et des sacs à main. Et donc, en fait, tu es obligé quand même du coup de stratégiser vachement en fait cette approche de la performance via Google Ads. Et ça, c'était passionnant. Donc, c'est pas que juste, tu vois, en réactif où tu ouvres des comptes, tu regardes les chiffres. Tu le fais aussi. Mais en fait, après, l'idée, c'est comment tu peux établir en réalité des grandes règles et une stratégie qui va permettre à ton client de gagner à coup sûr, quelle que soit la marque et quel que soit le marché sur lequel il se lance. Ok, ouais, donc il y a vraiment une histoire de réussir à développer un espèce de modèle, de pattern qu'on va pouvoir être capable de réutiliser. Ok. Moi, j'ai une question, c'est la curiosité pure et dure. Est-ce que tu peux nous dire
Comment ça se passe chez Google? Moi, je pense que comme plein de monde, j'ai vu des reportages. Ça a l'air d'être le paradis là-bas. Je veux dire, ça a une cafette de foot, t'as des salles de billard, t'as des trucs. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est comme ça chez Google? Est-ce que tu as profité de ça aussi? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Bah alors, la réponse courte, c'est oui, c'est comme ça chez Google. Alors, c'est vrai, les Excellent. gens connaissent surtout les perks, donc les avantages. Un des plus gros avantages, certainement, effectivement, c'est le déjeuner gratuit, tu manges encore mieux chez Google que dans certains restaurants. Tu as en plus des snacks un peu disponibles et tout type de boissons disponibles aussi tout au long de la journée. Mais ça, c'est très ancré aussi dans la culture Google. En fait, quand tu rencontres les Googlers, ils sont obsédés par la nourriture. C'est quelque chose de super important. Et même à tel point, en interne, on parle, pour les gens qui arrivent chez Google, on parle de la Google Stone. Tu as déjà entendu parler de ça, Non. Olivier? Non. C'est que justement, en fait, quand tu arrives chez Google, la bouffe est tellement bonne, tu es tellement bien chouchouté à ce niveau-là, que tu prends la Google Stone, c'est-à-dire Ah, qu'en gros, en ok. moyenne, tu prends 5 à 6 kilos après 6 mois, quoi, tu vois. Et donc, on parle de ça, mais c'est pour dire, effectivement, ça, c'est quelque chose de très important, la nourriture pour un Googler. Mais à côté de ça, en fait, c'est aussi une super boîte parce qu'en effet, tu as une vraie culture très particulière qui est super. Moi, j'ai encore ma casquette, tu sais, de Noogler à Hélice, comme tu vois dans les reportages peut-être. Et puis après, en fait, même dans le travail, c'est super de bosser chez Google. C'est des jobs où tu as énormément d'autonomie. Tu as beau être dans une entreprise qui fait 150 000 salariés, en fait, au quotidien, tu as l'impression de travailler dans une petite équipe agile, qui est capable de prendre des décisions, si tu veux, sur son scope de business. Et ça aussi, c'est très appréciable, quoi. Et l'autre point également très caractéristique de chez Google, déjà, c'est les gens. Les gens sont incroyables. Déjà, ils ont tous une histoire originale ou rigolote, tu vois, un peu qui sort des sentiers battus à raconter. Et après, d'ailleurs, c'est connu également que Google investit énormément sur son process de recrutement. Tu vois, c'est très difficile de rentrer chez Google. Ils ont un process de recrutement très particulier où tu as plusieurs entretiens. Et la particularité, c'est qu'en fait, il faut vraiment que toutes les personnes qui t'ont rencontré soient d'accord pour que tu rentres chez Google, qu'ils aient vraiment envie de bosser avec toi. Si on a une qui dit ouais, je sais pas trop, c'est bon, c'est fini, on passe au CV suivant. Mais du coup, ça fait que en fait, tu as des équipes et tu as des gens qui sont vraiment hors normes et très très intéressants et c'est un vrai délice de travailler avec eux. Et puis après, il y a d'autres choses aussi que les gens connaissent autour, notamment par exemple des projets personnels, tu Ouais, sais, ce que j'allais te des demander. Ouais. 20%. Ouais, voilà. Et ça, en réalité, ça c'est plutôt des choses qui sont dédiées aux ingénieurs, en réalité. D'accord. Donc qui ne s'applique pas vraiment à tous les employés de Google. Et même ça, en fait, maintenant, ça n'existe plus. Au début, ça existait, en effet. Donc, les ingénieurs avaient un jour pour travailler sur n'importe quel sujet qu'ils souhaitaient. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment d'actualité. Mais Ok. c'est intéressant de voir, il y a une vraie différence. C'est deux Google différents entre ceux qui travaillent comme ingénieurs et le reste. C'est pas du tout encore c'est vraiment deux boîtes aussi très différentes et deux cultures différentes. Ah, c'est vachement intéressant parce que ce que tu expliques sur la nourriture, etc., enfin, c'est pas non plus anodin parce que je pense qu'il n'y a pas que le côté on veut faire plaisir aux employés, c'est aussi c'est un très bon moyen de les garder, ces employés, parce que le processus de recrutement fait qu'on en élimine beaucoup. Donc, une fois qu'on les Ouais. a, faut aussi qu'on ait envie de les garder et qu'ils restent parce que le fait d'arriver chez Google, c'est aussi une super carte pour après quand tu vas aller bosser ailleurs. Donc, il pourra aussi les perdre facilement. Et la nourriture, clairement, c'est quand même un besoin que c'est assez difficile de trouver des gens qui aiment pas bien manger quand même. Il y en a, mais c'est pas la majorité des gens. Et puis, le fait, comme tu disais, de se retrouver entouré de personnes qui sont recrutées sur le volet, enfin, l'élite, en gros, hein, on est un peu dans un espèce de mastermind. Je pense que tout ça, ça contribue au fait que t'as pas envie de t'en aller de Google facilement, quoi. Enfin, c'est difficile d'aller retrouver mieux ailleurs, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et non, mais ça c'est certain. Et puis après, tu sais, Google, ça reste une entreprise comme une autre. C'est une entreprise, c'est jamais philanthrope. Et en plus, la particularité, c'est que Google aime beaucoup la data. Donc aussi, s'ils offrent les lunchs, comme tu dis, c'est que bien sûr, ça doit faire plaisir. Doit y avoir un gros impact, tu as raison, sur la fidélisation des employés. Mais aussi, c'est qu'en fait, certainement, ça améliore la productivité. Là, par exemple, aussi, Google est très connu pour ses bureaux. Et les bureaux sont juste géniaux. Ils sont aménagés
Vraiment, c'est hors norme, hein, c'est unique, hein, la manière dont les bureaux Google sont aménagés. Mais là encore, c'est pas simplement que de la déco, quoi. Là, je crois que c'était dans Harvard où on pouvait lire ils avaient fait le test et qu'en fait, donc la particularité des aménagements des bureaux Google, c'est que pour chaque type d'activité de travail, tu as un endroit. Donc si tu veux être au calme, tu as des endroits qui sont faits pour ça. Si tu as besoin de collaborer de manière informelle, tu as des endroits qui sont faits pour ça, etc., etc. Ben, le fait de donner en réalité un espace de travail adapté pour chacune de ces activités, ça a augmenté, je crois, la productivité de plus de 18%. Donc, du coup, à mon avis, ils ont aussi dû faire leur compte de leur côté et donner des lunchs gratuits avec de la super bouffe. À mon avis aussi, c'était quelque chose de rentable, même pour eux, et ça avait un impact certain sur la productivité des équipes. Ouais, c'est sûr que Google fait pas les choses au hasard. donc oui, je pense que tu as raison que ça a dû être forcément mesuré dans tous les sens et que ça doit être mesuré en permanence. C'est intéressant. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que si on regarde un peu ce que fait Amazon au niveau des bureaux, c'est l'inverse. Ils sont plutôt très sobres, très très calmes, etc. Il n'y a pas forcément le même état d'esprit derrière. Ok. Écoute, merci déjà d'avoir répondu à ça parce que ça a soulevé un peu ma curiosité. On va reprendre le sujet initial. On parlait de Google Ads et moi, une des premières questions une des questions que je revois le plus souvent, c'est quoi le budget pour faire du Google Ads et espérer être rentable, pouvoir tester la machine correctement sans en avoir pas mis assez et puis s'arrêter trop tôt en fait, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est une question assez récurrente en effet. Et à la fois, c'est la beauté finalement un peu de Google Ads, hein, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux, à partir de 1 euro par jour, presque, tu peux lancer tes campagnes et tu peux monter jusqu'à des centaines de millions d'euros par jour. Donc, dans la fourchette entre 1 et 1 million, c'est quoi le bon chiffre? Et en fait, c'est une question qui est assez difficile à répondre parce que pour certains annonceurs, si tu veux, 1 000 euros par mois, ça peut totalement suffire. Et pour d'autres, presque, ils perdraient de l'argent s'ils n'investissent pas au moins 15 000 euros par mois. Moi, j'ai vu des annonceurs, des clients dans lesquels, en fait, tu génères des leads, imagine-toi, tu as une équipe de commerciaux. Si tu n'investis pas dans Google Ads, tu n'as pas de lead, tes commerciaux ne travaillent pas, et en fait, finalement, tu perds de l'argent. D'abord, tu fais pas de clients, mais en plus, tu perds de l'argent parce qu'ils sont en train de se tourner les pouces. Donc là, ils savaient que ce client-là, par exemple, il savait que s'il ne mettait pas au minimum 15 000 euros par mois, en fait, il perdait de l'argent. Donc c'est pour ça la situation peut varier. Je pense que du coup les facteurs à prendre en compte pour déterminer un peu quel type de budget ou quel range de budget il faudrait pour ton business, c'est déjà la nature de ton business. Parce qu'effectivement, c'est pas pareil si tu vends du matériel informatique où tu as 0,5% de marge ou du prêt-à-porter de luxe avec des marges à 60%. Forcément, ça va avoir un impact sur ton budget. Le deuxième facteur à prendre en compte, pour moi, c'est la taille du marché. Si tu es sur une niche très petite dans laquelle tu as peut-être, je dis n'importe quoi, 5000 requêtes par mois, tu n'as pas besoin de mettre des millions à l'intérieur. Mais si en revanche, tu t'adresses à des marchés de masse qui va concerner des millions et des millions de requêtes, là, pour le coup, si tu mets 100 euros même par jour, ça serait une goutte d'eau, en fait. Voilà, donc ça, c'est le deuxième aspect, la taille du marché. Et peut-être le plus important, finalement, le troisième facteur à prendre en compte, c'est aussi toi, tes ambitions et tes objectifs commerciaux. C'est combien, en fait, tu veux faire de clients, combien tu veux faire de chiffre d'affaires. Parce que, bien évidemment, tu comprends que si tu as envie de faire, si tu as un site e-commerce et que tu veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça va pas fonctionner si tu mets 100 balles par mois, quoi. Donc, il y a un peu ces trois facteurs pour moi. La nature de ce que tu vends et finalement la profitabilité de ton activité, la taille du marché, et après, toi, tes propres ambitions et tes objectifs commerciaux. Et en fonction de ça, là, normalement, tu es capable de calculer un budget optimal, je dirais, qui va te permettre à la fois d'atteindre tes objectifs et de manière rentable. Et d'ailleurs, même, tu as dû le voir, mais sur mon blog, je propose le calculateur, un calculateur Google Ads qui te permet justement, c'est gratuit, hein, et qui te permet de calculer pour toi, pour ton business et en fonction de tes données, quel est le budget optimal. Et quand tu regardes le calculateur, il prend à peu près ces trois variables, quoi, hein. La nature de ton business, la taille du marché et tes objectifs commerciaux. Ok, on pensera à mettre le lien dans la description pour que les gens puissent aller le tester, ton calculateur directement. Ok, donc la marge, évidemment, c'est sûr qu'en effet, en fait, ce qui est peut-être intéressant à calculer, c'est finalement le coût d'un client.
jusqu'à combien tu vas pouvoir mettre pour avoir un client, parce qu'il y a une valeur qui, pour à peu près n'importe quel business, est intéressante à connaître. Si tu sais qu'un client sur un an ou sur la durée de vie du client, alors c'est jamais, si tu te lances, c'est pas facile parce que t'as pas la durée de vie du client, mais tu peux essayer sur un an, combien tu gagnes avec un client sur un an, et du coup ça te dit combien tu peux dépenser pour aller le chercher en fait. Si tu sais que tu peux gagner en moyenne 10 euros sur un client, tu sais que tu peux avoir 10 euros pour obtenir ton client. Tu peux calculer, moi je calcule le leads aussi directement, qui n'est pas encore un client, donc je sais que X personnes qui rentrent dans ma mailing list une personne qui rentre dans ma mailing list va me rapporter tant d'euros, donc je sais combien je vais pouvoir dépenser. Et du coup, en fait, là, rapidement, tu peux voir si en effet déjà tu arrives à ces valeurs-là en quelques jours. Hein, tu peux le voir, je pense, avec Google Ads, de savoir si en effet les personnes qui rentrent, qui deviennent un lead ou qui deviennent un client, est-ce que tu les payes plus cher que ce qu'ils vont te rapporter à terme, en fait. Je sais pas si c'est une mesure que tu utilises régulièrement. Si, tout à fait. Et là, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a un point sur lequel j'aimerais souligner qui est vachement important, c'est quand tu parlais de la valeur de vie du client, parce que très souvent aussi, ce qu'on remarque, c'est que par exemple en e-commerce, tu vois, les gens ils vont regarder le coût d'une vente, d'une transaction. Mais en fait, pour moi, c'est un indicateur qui est faussé, parce que, comme tu as dit, ce qui compte vraiment, c'est la valeur du client. Et encore, il y a beaucoup d'annonceurs qui vont juste regarder finalement le coût d'une conversion, sans finalement se prendre en compte le fait que lui, c'est un nouveau client et en fait, il vient juste de rentrer et peut-être que tu as encore 10 ventes à faire avec ce mec. Et de l'autre côté, c'est quelqu'un qui, en fait, de toute manière, te connaissait déjà, allait acheter avec toi. Et donc, forcément, en fait, ces deux conversions-là, elles n'ont pas la même valeur. Et souvent, dans Google Ads, les annonceurs ont tendance à faire un peu cet amalgame. Ils disent, ah ouais, mais moi, mon coût par conversion, c'est tant. Mais en réalité, est-ce que tu as pris en compte la valeur de vie client? Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonceurs, je trouve, qui prennent pas cette variable-là en compte, parce qu'effectivement, en fait, ça leur fait perdre de l'argent, tu vois. Parce qu'en effet, si tu dis, OK, si tu raisonnes sur toute la valeur de vie d'un client, ta limite, ton CPA, ton coût d'acquisition, du coup, il peut un peu augmenter. Si tu raisonnes sur la base d'une conversion, forcément, il va être relativement serré. Et le fait de garder en fait des contraintes de performance extrêmement serrées vont t'empêcher d'aller chercher du volume, ce qui fait que toi, tu as du mal en fait à faire grandir ton business et ta boîte. Donc, ce shift de mindset entre parler d'un coût par conversion à penser à la valeur de vie du client, c'est critique justement pour bien en fait gérer et trouver le bon budget et les bons KPI pour tes campagnes. Et ça a aussi un impact, typiquement moi je vais te donner mon exemple, c'est que moi j'avais débloqué un budget pour faire du Google Ads l'année dernière, il y a 1 an et demi, et en fait donc j'ai fait du Google Ads, et voilà, moi je voulais avoir des résultats, je voulais que les campagnes puissent marcher rapidement, etc. Donc j'avais mis quand même un budget assez intéressant par mois, à mon échelle, bien sûr. On n'est pas à la même échelle que tes clients, que tu as, toi. Et voilà. Et en fait, voilà, j'ai pas eu les résultats que je voulais avec ça. Mais j'avais oublié une variable qui finalement, quand tu le dis, elle est évidente. Je sais pas pourquoi je l'ai oublié sur le moment. C'est que mes clients, quand ils rentrent dans ma mailing list, donc encore une fois, je calculais mon coût aux leads, etc. Donc j'étais à peu près OK dans mon coût aux leads. Évidemment, après, je voulais voir si j'arrivais à être rentable réellement avec mon Google Ads. Le truc, c'est que moi, un lead qui rentre, en gros, il met 18 mois avant de prendre la décision de travailler avec moi. Et j'avais pas le budget sur 18 mois, tu vois. Et donc, j'ai continué. Et là, ça fait pas très longtemps. Hein. J'ai juste continué. Finalement, à un moment donné, j'ai arrêté. Et puis j'ai continué à suivre, en fait, les conversions qui se passaient. Et je suis rentable. Au bout de 18 mois, je suis rentable, en fait, tu vois. Donc, c'est un truc qu'il faut prendre conscience, c'est qu'en fait, je pense de plus en plus, ça va être, on va aller dans ce sens-là, c'est que il y a tellement de possibilités d'achat sur Internet, etc., que finalement les gens vont peut-être prendre plus de temps à prendre des décisions. Selon les achats, ça va être plus ou moins important ou pas. Évidemment, si on vend quelque chose à moins de 10 euros, la décision, il n'y a pas besoin de 18 mois pour la prendre. Moi, je vends des programmes à 3000, 3500 ou 4000 euros. Forcément, tu prends plus de temps à prendre cette décision. Et du coup, c'est à prendre en compte quand tu te dis, je vais me lancer dans Google Ads. Est-ce que je vais être capable de tenir suffisamment longtemps pour voir les vrais résultats de Google Ads ou pas, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, non, mais t'as tout à fait raison. Et ça t'impacte effectivement sur la durée. En gros, il est important. Et d'ailleurs,
C'est pour ça que Google Ads, c'est souvent en fait le levier par excellence où vraiment tu es always on. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, tu dépenses toujours de la pub, tous les jours, toutes les heures, etc. Et pourquoi? C'est aussi de par la nature du levier. Si tu compares ça par exemple à la publicité Facebook, bon, Facebook, tu as des gens qui sont dans un feed et puis tu leur pousses, tu vois, un message. Là, on est en train de répondre à des requêtes. Donc en fait, finalement, tant que tu as des gens qui s'intéressent à ce que tu proposes, bah, c'est intéressant effectivement d'être là, d'être présent. Mais d'un point de vue de la mesure, en effet, il faut que tu prennes en compte tous ces éléments-là. Le fait que quand tu rentres un nouveau client, bah, il va peut-être pas faire seulement une affaire avec toi, il va en faire plusieurs, donc il va te rapporter plus de chiffre d'affaires. Comme tu dis, il y a aussi un cycle de décision. Il y a des produits qui s'achètent en 2 minutes et il y a des produits qui s'achètent en 2 ans, tu vois. Donc, est-ce que et tous ces variables-là doivent aussi rentrer en compte pour bien calculer ce que va te rapporter Google Ads et du coup aussi ce que toi tu devrais y investir. C'est vachement intéressant ta comparaison entre la pub Facebook et la pub Google Ads, parce que souvent, moi si je discute avec des personnes, ils me disent j'ai fait de la pub, et ils englobent tout sans vraiment différencier. Et c'est vrai que du coup le fonctionnement n'est pas le même, parce que la pub Facebook, comme tu le dis, on va pousser une info, donc finalement si on met un énorme budget sur une très courte période parce qu'on a un gros stock à écouler, on peut le faire sur la pub Facebook. On va juste balancer énormément. Et Facebook a une audience suffisamment grande pour qu'on puisse balancer tout le budget qu'on veut. On va balancer énormément, on va faire entrer énormément de gens dans le tunnel, et puis on va convertir, on va être rentable ou pas, ça c'est encore autre chose, mais ça peut se faire sur une très courte période. Par contre, t'as ton stock, c'est pas parce que toi t'as beaucoup de stock que les gens cherchent plus ton produit en ce moment. Donc c'est un volume, comme tu disais, c'est un volume de recherche qui est de 5000 par mois globalement sur ton marché, ou du moins sur le produit que tu essaies de vendre, t'en vendras pas plus que ce que les gens en demandent en fait. Et il y en a où tu peux presque, entre guillemets, forcer la demande avec Facebook, parce que tu vas pousser et puis peut-être faire une offre extrêmement alléchante. L'autre, tu es obligé quand même d'attendre que les gens viennent, en fait, tout simplement. Donc, faut vraiment différencier les deux, je pense, en termes de publicité, quoi. Ouais, et puis mais c'est là aussi où la beauté s'opère, puisque les deux se complètent en fait. Il y en a un qui va répondre vraiment, tu vois, c'est un levier pull par excellence, le Google Ads. Les gens cherchent, les gens s'intéressent, donc ils sont vraiment en très forte considération, ils ont l'intention de faire quelque chose. Et alors que en fait, Facebook te permet en effet de faire des pushs, par exemple, c'est un très bon exemple sur les produits que tu as en stock, tes promos du moment ou des choses comme ça. Et ça, c'est des éléments que peut-être les gens, par eux-mêmes, si tu veux, vont pas chercher. Donc l'un et l'autre, tu vois, sont complémentaires, et c'est pour ça que Facebook, enfin là on parle de Facebook, mais Facebook Ads plus Google Ads égale Better Together, quoi. Tu vois, c'est pas l'un ou l'autre. En fait, les deux normalement doivent marcher de concert. Ok. Du coup, si on imagine que je veux faire de la publicité, est-ce que c'est mieux, alors je sais pas si on va dire mieux, est-ce que c'est mieux que j'aille voir une agence ou un freelance qui va le faire pour moi, ou est-ce que c'est mieux que je le fasse moi-même, ou peut-être plutôt la question c'est dans quel cas je vais le faire moi-même, et dans quel cas je vais aller voir une agence ou un freelance? Est-ce qu'il y a des critères où tu peux nous guider là-dessus? Oui, et ça aussi, tu as raison, c'est une question également qui est récurrente, et je comprends totalement tu vois, la démarche, et c'est pas non plus une question évidente. La première des choses, en fait, pour faire la connexion à ce qu'on disait précédemment, c'est que déjà, il faut regarder son propre budget. Ça dépend déjà, en fait, de toi, le budget que tu as à investir. Et aussi des gains que l'expertise d'une agence ou d'un freelance peut t'apporter. À la fin, est-ce que c'est vraiment rentable? Et même, si tu penses à ton partenaire, est-ce que ça peut même faire vivre une agence? Prenons le cas, tu vois, imaginons. Tu veux faire de la publicité Google Ads, mais tu veux dépenser 10 euros par jour. Bon, 10 euros par jour, c'est un peu plus de 300 euros par mois. Imaginons que tu travailles avec une super agence qui t'arrive à améliorer tes performances de 15%. OK? En fait, le gain, toi, économique que tu auras réalisé grâce à l'expertise de l'agence, c'est 45 euros. Ouais. On est d'accord qu'à la fois 45 euros, tu peux pas raisonnablement faire vivre ton agence en gagnant 45 euros par mois. Et en même temps, pour toi, en tant qu'annonceur, ça n'a pas un énorme impact. Donc, du coup, le premier critère pour moi à prendre en compte, c'est combien déjà je suis en train d'investir, et est-ce que ça peut être rentable pour moi et aussi pour mon partenaire. En général, tu vois, pour avoir été justement dans le business de l'agence et tout, en fait, une agence, elle commence à peu près à pouvoir gagner de l'argent, à être rentable, elle, quand elle a un client qui investit, je dirais, au moins 10 000 euros par mois. OK ? Et sinon, si toi, en tant qu'annonceur, tu décides de travailler avec une agence
et que tu n'as pas ce budget-là, aussi, à ce moment-là, il faut que tu comprennes que à ce moment-là, tu fais ça, mais c'est pas pour des histoires de performance, c'est pour des histoires de confort, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est juste parce que toi, tu n'as pas envie de gérer ces campagnes-là, mais ton agence, même si elle fait bien son travail, vu ton budget, elle va pas te donner un uplift de performance, tu vois, qui va vraiment te justifier, en fait, les honoraires que tu vas lui payer. Mais par contre, toi, c'est quelque chose qui sort de ta tête et tu t'en occupes plus et tu sais que tu as quelqu'un qui s'en occupe. Donc là, finalement, tu achètes du confort et pas de la performance quand tu passes par une agence et que tu as des plus petits budgets. Voilà. Alors, du coup, forcément, tu vois, si on veut vraiment que ça soit rentable, surtout au début, tu vois, quand on veut maîtriser les risques un petit peu, ça demande quand même d'investir quelques heures de formation, de compréhension, ne serait-ce que de la plateforme, si tu décides de pas passer par une agence. Et ça aussi, il faut le prendre en compte parce que c'est un investissement que toi tu fais. Et ça, je le recommande parce que quand tu commences à mettre les mains dans Google Ads, mais que tu n'y connais pas grand-chose, bah, le problème, c'est que ça va vite devenir un gouffre à fric. Et ça, tu vas voir ton argent qui va filer à une vitesse grand V et tu n'auras pas le retour que tu veux. Mais du coup, en tout cas, par contre, c'est quand même un trade-off à faire. Et puis, moi, mon point, c'est de dire que c'est toujours mieux, en fait, quand même, d'investir ce temps au début, etc., plutôt que aussi de faire affaire avec une mauvaise agence. Parce qu'il n'y a rien de pire, sinon, que aussi de tomber sur une mauvaise agence. Où là, finalement, tu as beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et Dieu sait que c'est pas facile de trouver bonne chaussure à son pied, tu vois. Alors, ça fait un super enchaînement avec la question que j'avais prévue derrière. Mais je vais juste revenir sur un point, c'est que soit on investit parce que le budget est conséquent et du coup, les bénéfices que l'agence va nous apporter vont être conséquents et ça va équilibrer au niveau des honoraires. Soit on le fait par confort parce que la pub, c'est pas notre truc, on n'a pas envie de se prendre la tête avec et c'est ok. L'argent de l'entreprise, ça sert aussi à ça, hein, c'est normal. Et soit finalement, on s'y met tout seul, mais faut éviter d'y aller un petit peu comme ça, sans s'être posé de questions et d'y aller sans savoir comment fonctionne la machine. C'est exactement les mêmes conseils que je vais te donner pour du référencement naturel. C'est qu'en gros, si tu viens faire du référencement naturel, viens pas en touriste voir il y a de la lumière, tu vois. Ça va prendre, alors peut-être même encore plus le référencement naturel que Google Ads, bien sûr, parce que Google Ads, il y a une période d'apprentissage qui est moins longue, enfin qui va y avoir une période d'apprentissage, mais après l'outil va quand même faire son job. Mais dans tous les cas, en fait, et je pense que c'est valable pour à peu près n'importe quel levier marketing, si tu veux faire les choses par toi-même, il va pas sans te poser de questions, mets-toi-y vraiment sérieusement à fond, et ça implique de bloquer du temps, ça implique de bloquer un budget évidemment, et puis d'avoir envie de le faire. Si t'as pas envie de le faire, va faire autre chose en fait. Clairement. Ouais, c'est ça, mais t'as tout à fait raison, il y a quand même cette composante un peu d'envie. Mais c'est certain que là, et puis d'autant pour Google Ads, parce que c'est vrai que quand on commence un peu, on a toujours ce fantasme, hein. Je peux parler de fantasme, mais de se dire, bah tiens, je vais aller payer de la publicité, je vais mettre une publicité à chaque fois que quelqu'un tape tel mot-clé, et là, ça y est, mon business va devenir riche, mais en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Et en réalité, tu vois plein d'annonceurs qui sont mis en difficulté économique assez importante, parce que justement, en gros, ils n'ont pas arrêté d'alimenter un gouffre à fric, parce qu'ils n'avaient pas les bonnes techniques en place, et finalement, ils n'avaient pas le bon résultat quoi, avec leur campagne. Et en fait, presque ça les a desservis, voire pour certains, ça a mis leur business et leur entreprise en danger. Donc c'est pour ça, il y a un gros panneau avertissement, et c'est de dire, en effet, si jamais tu as un petit budget, tu te dis, bon, bah ok, je vais peut-être pas passer par une agence, mais vraiment, faut faire ses devoirs au début, investir du temps, comprendre, et puis effectivement quand même y mettre un peu de cœur pour avoir le courage effectivement d'en apprendre un peu plus et de mieux maîtriser l'outil avant de dépenser ton premier euro, quoi. Ouais, et puis au-delà de ça, mettre un peu de cœur parce que de toute façon, il faut aussi qu'on fasse un truc qui nous plaît. Donc, je pense qu'on a créé notre entreprise, c'est pour faire des trucs qui nous plaisent. Donc voilà, faut qu'on ait envie, quoi, tu vois. En référence naturelle, moi, quand j'ai les gens au téléphone et que je discute avec eux, je leur dis est-ce que rédiger des articles, c'est quelque chose que tu as envie de faire, machin, etc. S'ils répondent non à toutes les questions, alors bien sûr, hein, t'es pas obligé de rédiger toi-même les articles, tu peux déléguer, etc. Mais à un moment donné, s'il y a absolument rien dans le référencement qui va les intéresser,
Ça va être compliqué voilà, ils vont y aller à reculons tout le temps et voilà, donc ça va être compliqué. Et dans ce cas-là, je leur dis que c'est pas forcément la solution pour eux, quoi. Donc j'en reviens finalement à cette fameuse question que je voulais poser. Tu disais finalement, tout seul, il faut se former, sinon on va mettre de l'argent au fond du puits bêtement et on va mettre en péril son entreprise. Mais même si on va travailler avec une agence, ça peut être bien de se former avant parce que y a plein d'agences et il n'y a pas forcément que des bonnes agences. Comment est-ce que tu as des conseils, des indices qu'on peut essayer de repérer sur une agence avant d'avoir travaillé avec elle pour savoir si, bien sûr sans garantie, hein, on va jamais avoir le 100% sûr que c'est la bonne agence, mais pour se dire celle-là faut quand même la fuir ou celle-là c'est plutôt bon signe, ça sent bon, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors effectivement, moi pour moi-même avoir été dans le business de l'agence et aussi avoir travaillé avec énormément d'agences en 10 ans chez Google, j'ai vu quand même des éléments un peu clés, tu vois, et des critères que tu peux regarder. Alors déjà, pour moi, le premier, je reviens un peu dessus, je suis désolé d'insister là-dessus, mais c'est quand même bien regarder et faire le calcul au départ en fonction de ton budget. Est-ce que c'est vraiment rentable pour toi, tu vois, de passer par une agence? Et puis encore une fois, j'insiste, hein, c'est est-ce que aussi ton budget est assez intéressant pour une agence? Parce que si tu as un trop petit budget, ce qui va se passer, c'est que même si tu trouves une agence qui va gérer tes campagnes, vu que tu payes des cacahuètes presque, ou que ça leur paye des cacahuètes du moins, ils vont pas passer le temps qu'il faut sur tes campagnes et c'est pas une garantie qu'ils vont faire un bon travail. Donc encore une fois, pour moi, le point numéro 1, c'est repartir de son propre budget. Est-ce que ça va vraiment être rentable pour moi? Et aussi, est-ce que ça va être un dossier intéressant pour un partenaire agence à choisir? Ça, c'est la première des choses. Le deuxième critère aussi, c'est tout simplement l'expérience en réalité de l'agence et les potentielles références qu'ils ont dans ton secteur ou du moins pour le même type de business model que le tien. Si tu fais, par exemple, faire du Google Ads pour un business d'affiliation, c'est complètement différent que de faire du Google Ads pour un e-commerce qui lui-même est encore très différent de faire du Google Ads pour un business de lead gen, tu vois. Donc, est-ce que l'agence qui t'intéresse ou avec qui tu as envie de travailler, est-ce qu'elle a l'expérience dans ces secteurs-là ou du moins dans ce type de stratégie-là? Et du coup, quelles sont les références qu'elles ont à te présenter? Pour moi, le piège, tu vois, sur ce critère-là, c'est du style, tu as toujours travaillé avec un freelance qui a fait tes campagnes Facebook Ads, tu vois, pendant un an, puis tu as envie de lancer Google Ads et le gars te dit, ah ouais, j'en ai déjà fait un petit peu, etc. Et donc, tu lui confies ça parce que c'est facile pour toi. Mais souvent, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Ouais. Donc, du coup, ce deuxième critère là sur l'expérience et les références, ça c'est quelque chose qui compte. Voilà. Le troisième critère, après, pour moi, que je regarde souvent, c'est le modèle de rémunération en fait des agences. Et du coup, pour le poids que ça va avoir toi sur ton budget média annonceur. Est-ce qu'on est en train de parler d'un pourcentage du budget? Est-ce qu'on est en train de parler d'un forfait? Est-ce qu'on parle d'honoraires à la performance? Pourquoi en fait je m'intéresse à ça? Parce que souvent ça montre aussi comment l'agence en fait travaille et suit ses clients. Par exemple, tu vois, prenons l'exemple des honoraires à la performance. Tu as des agences qui sont très fortes et qui te proposent des honoraires à la performance. Ça, très bien. Mais après, souvent aussi, si tu fais un peu tes calculs, des fois, tu te rends compte que certes, il y a un partage de risque, mais à la fin, tu vas payer beaucoup plus cher que une autre agence au forfait, par exemple. Je sais pas. Donc ça, c'est le troisième critère. Je regarde aussi le mode de rémunération. La quatrième chose que je regarde aussi, c'est un peu l'expertise ou / la méthode un peu, tu vois, que l'agence a. Et du coup, il y a une discussion que j'aime bien avoir avec les agences Google Ads, c'est la discussion autour justement de l'automatisation. Parce que tu sais, un peu comme dans Facebook, mais Google Ads fait un énorme move vers l'automatisation. Et dans cette conversation-là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'agence réagit. Moi, j'évite toujours les agences qui, tu sais, mettent tout de suite l'autopilote, on va dire, de Google Ads. Bonjour monsieur le client, vous faites quoi? Vous avez un site e-commerce? Ah, mais très bien. Et puis hop, ils prennent ton compte, enfin, et puis hop, ils lancent une campagne automatique et ça y est, quoi. Tu vois, ils ouvrent le compte une fois tous les trimestres. Là aussi, ça va. Non, ça, il faut éviter à tout prix. En même temps, moi j'évite l'opposé aussi. Les agences qui essayent de te faire croire que ah non, mais l'automatisation c'est nul, il faut tout faire à la main, etc. Ça c'était vrai il y a 10 ans, tu vois. Donc là aussi, il y a certainement anguille sous roche.
Et le troisième type d'agence aussi que j'évite, c'est ceux qui te vendent, entre guillemets, monts et merveilles, simplement grâce à un outil. Tu vois, ils te disent, ah mais oui, mais nous, si vous travaillez avec nous dans notre agence, on a tel outil, on est les seuls à l'avoir. Et alors, du coup, c'est parce qu'on va utiliser cet outil que d'un coup, baguette magique, ça va être rentable pour vous, ça va être génial, etc. Parce qu'en fait, c'est comme en SEO, hein. Il n'y a pas de magie en SIA, tu vois. Et donc, tu as beau avoir un outil, l'outil ne fait pas le résultat. Donc, ça aussi, ça, c'est pour moi, c'est un énorme red flag, tu vois, un drapeau rouge un peu sur ce type d'agence. Ok. Et après, Ouais, vas-y. et le dernier critère, après que je regarde, le cinquième et dernier critère, je dirais, c'est en fait, une fois que tu travailles en fait avec l'agence en elle-même, alors c'est très contestable, hein, mais j'aime bien regarder un truc. Je calcule toujours un KPI qui est le coût par modification en fait dans le compte. Parce qu'en fait, dans ton compte, tu peux voir toutes les modifications qui sont faites par l'agence. Ok. Et alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est les honoraires divisés par le nombre de modifications. Donc, ça te donne, en fait, finalement, un honoraire par modification. Et alors, c'est pas un super proxy, c'est pas parce qu'une agence va faire 1 million de modifications qu'elle va être meilleure que celle qui en fait 10, tu vois. Mais par contre, ce que ça me permet de comprendre, c'est est-ce que je suis pas en train de payer juste quelqu'un qui fait tourner, en fait, mon compte, tu vois. Quand tu as une modification par trimestre avec une agence même qui te demande 500 € par mois, c'est peut-être déjà trop, quoi. Alors qu'en revanche, une autre agence qui te demande 2000 € par mois, mais dans lequel tu vois qu'en réalité, ils font des centaines de modifications par mois ou par semaine, ou j'en sais rien, tu vois, ils font vivre ton compte, ils le développent, ils l'optimisent, etc. Presque, c'est bon marché, quoi, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça, moi, j'invite toujours les annonceurs à regarder, à mettre en balance, en fait, les honoraires par rapport aussi au travail réel de l'agence, et pour ça, je regarde souvent les modifications et je regarde un peu la nature du travail qui est fait et je le mets en balance avec les honoraires. Ok, c'est plutôt cool parce qu'on a plein de trucs, je vais résumer un petit peu, on a plein de trucs pour justement savoir si l'agence, pour avoir une petite idée de l'agence, et donc c'est cool. Déjà, on revient sur le budget, comme tu disais, d'avoir un budget qui va être ok par rapport à ce que l'agence va pouvoir faire avec ce budget ou pas. Une chose que moi je trouve assez intéressante, typiquement j'ai interviewé J7 Media qui fait de la publicité Facebook, et eux ils commencent à travailler à partir de 10 000 € avec un prospect, avec un client, 10 000 € de budget par mois, et en fait j'expliquais, mais voilà, c'était hors interview, mais on discutait et je disais voilà, mais voilà, si moi je veux bosser avec toi, j'ai pas forcément 10 000, mais est-ce que c'est faisable? Et il me disait, bien sûr que c'est faisable, on peut travailler avec toi, etc. Mais il revenait sur ces points que tu disais, c'est que au final, par rapport au budget, on va pas t'apporter assez, etc., etc. Et du coup, je sais que je peux pas travailler avec J7 Media, mais quand j'aurai 10 000 € à mettre par mois en publicité Facebook, je sais qui j'irai voir, en fait. Parce que justement, ils m'ont refusé, et parce que justement, ils m'ont dit que clairement, ils pouvaient faire le travail, qu'ils auraient des trucs à me montrer, etc., mais que c'était pas dans mon intérêt, tu vois. Et donc, je pense que c'est un super critère, même si finalement, c'est pas cette agence-là qu'on pourra choisir, mais l'agence qui te refuse, c'est peut-être la bonne agence pour plus tard, en fait. Tu vois. Moi, c'est un critère que je trouve assez intéressant. C'est aussi preuve qu'ils font attention, qu'ils veulent pas prendre tout et n'importe quoi, ce qui est toujours un très bon critère pour travailler avec quelqu'un. Tu as parlé de l'expérience et des références. C'est pareil, moi, pour une agence SEO, je conseille de demander les références, et je conseille même d'appeler certaines des références, de savoir comment ça s'est passé, si le contrat est terminé, c'est ok, mais comment ça s'est terminé, est-ce que ça s'est bien terminé, mal terminé, etc. Le modèle de rémunération, au pourcentage forfait ou à la performance, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et peut-être mesurer en effet après le coût réel, notamment pour la performance. L'automatisation, c'est pareil, j'ai un client avec qui je discutais qui m'expliquait que son agence qui gère le Google Ads, ils ont rediscuté, etc. pour les honoraires, tout ça. Et il disait que très honnêtement, il y avait beaucoup des campagnes qui étaient en automatique maintenant parce que ça fonctionne très bien. Eux, ils surveillent pour pas que l'automatisation elle parte en sucette ou quoi que ce soit, tu vois. Et ils font des tests à côté pour avoir peut-être des meilleures performances que l'automatisation. Mais ils avaient été très clairs sur le fait que oui, il y avait bien 50% des campagnes qui étaient en automatique parce que ça marche bien en ce moment, quoi. Et du coup, mon client disait, voilà, j'ai continué à travailler avec eux, en fait, ils sont complètement honnêtes.
c'est pas parce qu'il y a l'automatisation qui est là que je vais plus travailler avec eux. J'ai toujours les mêmes performances, même des performances meilleures. Mais voilà, il y a le côté, c'est un peu ce que tu disais, c'est pas non, l'automatisation c'est pourri, on n'en fait absolument pas. Et c'est pas non plus, on fait que de l'automatisation, on laisse tourner le truc, on s'occupe de rien, quoi. Donc je trouvais ça reflétait vachement ce que tu as dit. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce point, effectivement, même l'automatisation, au contraire, c'est un formidable gisement de valeur parce que comme l'exemple là de ton client, tu vois, son agence, ça lui permet de dégager du temps pour faire des tests à côté, pour peut-être travailler sur d'autres sujets, améliorer les créas, améliorer les landing pages, tu vois, et en fait, du coup, au final, ça te donne plein de pistes et de leviers pour aller chercher encore plus, donc c'est très bien. Mais effectivement, c'est plutôt les postures un peu dogmatiques, tu vois, sur ce sujet-là, qu'il faut éviter, où tu as des agences là, à ce moment-là, il faut les éviter. Ouais, clairement. Ouais. Et tu parlais de l'outil magique aussi. Voilà, comme SEO. De toute façon, il y a énormément de points communs entre le SIA et le SEO. Donc, l'outil magique, c'est jamais très très bon signe. Et le coût par modification, je trouve ça super intéressant parce que pour le coup, en plus, c'est ultra palpable comme truc. On peut facilement vérifier qui est un indicateur qui n'est pas l'indicateur qu'il faut prendre à la lettre parce que c'est juste un indicateur parmi d'autres en fait. Mais ça peut être un indice, se dire tiens, il se passe pas grand chose, je vais aller creuser un peu plus. Voilà. Est-ce que c'est correct qu'il se passe pas grand chose en fait. Ok, donc budget, expérience, le modèle de rémunération, l'automatisation, est-ce qu'on en fait pas du tout, ou est-ce qu'au contraire on joue avec correctement. Attention à l'outil magique et mesurer le coût par modification une fois qu'on travaille un peu avec l'agence. Ok, écoute, je pense qu'avec ça, les gens vont avoir de quoi choisir correctement une agence. Alors, sans faire un cours complet sur le sujet, si je veux me lancer tout seul, c'est quoi les grandes étapes que je dois essayer de suivre pour pas foncer direct dans le mur si je fais du Google Ads? Ouais, effectivement. Donc là, si tu y vas tout seul, entre guillemets, la première étape, c'est déjà de faire correctement ce que j'appelle ton étude de marché, en gros. Hein. Et là, tu utilises le générateur de mots-clés, donc Keyword Planner, qui est un outil gratuit qui est inclus dans Google Ads. Et là, ce que je vais regarder, ce qui va m'intéresser, c'est justement la fameuse taille du marché, donc le nombre de requêtes que j'ai qui vont m'intéresser, la concurrence, le niveau de concurrence. Et du coup, moi, arriver à définir, pour reboucler avec ce qu'on disait au début, un peu quel est le budget optimal que je devrais investir dessus. Donc ça, c'est pour moi la première étape. La deuxième étape, on n'est toujours pas dans Google Ads, puisqu'en fait, c'est mettre en place de manière extrêmement minutieuse ton tracking et surtout le recéter. Donc le vérifier, le contrôler, t'assurer que tout fonctionne bien. Parce que sans ça, en fait, ça, c'est la fondation hyper importante pour que tu puisses après vraiment tirer le meilleur parti de tes campagnes. Si tu as des mauvaises mesures, si tu sais pas exactement, si tu n'es pas confiant dans les chiffres que te remontent et que tu n'es pas capable d'avoir une vision claire de ta performance, en fait, tu vas tout le temps prendre des très mauvaises décisions par la suite. Donc pour moi, étape 2, c'est vraiment investir du temps et vérifier que tout ton tracking fonctionne très bien. Une fois que tu es là, la troisième étape, faut aller prendre déjà ce qui est les fruits mûrs, j'ai envie de dire. Donc, tu commences déjà par essayer de capturer la demande rentable qui existe sur Google et que tu as un peu transformée. Donc, c'est vraiment commencer par le bas du funnel, en fait. Donc, tu vas cibler des requêtes intentionnistes, tu vois, prix de tel produit. Si tu es en e-commerce, ça peut être lancer Google Shopping, ça peut être investir sur les mots-clés des marques ou des produits que toi tu représentes et tu revends dans ton enseigne en ligne. Donc vraiment, en fait, ce que tu vas essayer de faire, c'est de capturer déjà la demande intentionniste en bas de funnel et de faire en sorte qu'elle se convertisse chez toi. Voilà. Une fois que tu en es là, tu vas en fait petit à petit remonter. Et quatrième étape, du coup, moi, très souvent, ce que je suggère, c'est de mettre une campagne de réseau dynamique, enfin une campagne dynamique sur le réseau de recherche, pardon, où là, en fait, ce qui est très intéressant avec ce type de campagne, c'est que normalement, tu sais, en SIA, tu choisis un mot-clé, tu écris une annonce et tu choisis une landing page. Bon, là, en fait, on va faire l'inverse. Tu vas dire à Google, voilà, ça, c'est mon catalogue, ça, c'est mon site. Toi, Google, trouve-moi automatiquement des mots-clés hyper pertinents par rapport à ce que je vends.
Et alors, pourquoi ça va m'intéresser de faire ça? Parce que du coup, cette campagne, elle va m'aider à trouver, à chercher pour moi, à dénicher les requêtes qui sont vraiment rentables pour moi. Donc, j'ai pas besoin, si tu veux, au début de me dire, tiens, et si j'allais enchérir sur tel mot-clé? En fait, je mets une campagne comme ça, dynamique, je la laisse tourner pendant 1 mois, 2 mois, tu vois, j'attends d'avoir 5 000, 10 000 clics. Et là, je regarde tous les mots-clés qui ont été rentables pour moi. Ça y est, j'ai ma liste de super mots-clés rentables que maintenant, je vais pouvoir ajouter dans des campagnes, tu vois, un peu plus traditionnelles. Voilà. Et donc, quand on est là, là, tu continues à remonter, tu vois, le funnel. Donc, tu as identifié des mots-clés rentables, hors marque, qui peuvent être intéressants pour ton business. Déjà, tu commences à enchérir dessus de manière très, très précise. Voir aussi, tu vois, au début, pour garder un petit peu plus de contrôle, tu vas être en manuel, même sur tes enchères, etc. Mais après, du coup, très vite, quand même, la prochaine étape, ça va être de commencer à jouer. Une fois que tu as le bon scope de mots-clés et les bons ordres de grandeur en termes de rentabilité, de coût par acquisition, etc., là, la prochaine étape, assez rapidement, ça va être d'utiliser justement le pouvoir de l'automation et notamment sur les enchères automatiques. Donc là, c'est de commencer à faire des A/B tests. Tiens, est-ce que je peux aller chercher de meilleures performances si j'utilise des enchères automatiques qui vont maximiser mes conversions ou maximiser mon chiffre d'affaires ou essayer d'atteindre un retour sur investissement, un retour sur les dépenses publicitaires cibles, etc. Voilà. Et après, du coup, une fois que tu en es là, un point aussi très souvent que les annonceurs oublient, c'est de jamais sous-estimer la partie on-site, en fait. Parce que souvent, quand tu fais des campagnes Google Ads, tu penses uniquement à tes campagnes. Mais en fait, le clic, c'est que le début de l'histoire. Là où les gens se convertissent, c'est sur ton site. C'est sur ta landing page, c'est sur ton site e-commerce, c'est sur... Voilà. Et donc, en fait, c'est là où rentre en jeu toute cette notion un peu que moi j'appelle la post-click expérience, qui est finalement comment tu fais pour aller augmenter encore plus tes taux de conversion. Et ça, c'est un énorme levier d'optimisation pour tes campagnes. Parce qu'effectivement, une campagne Google Ads qui dépense 100 et qui renvoie vers un site qui convertit à 1%, si tu veux, tu peux doubler ton chiffre d'affaires si demain, avec le même budget Google Ads, si demain, en fait, ton taux de conversion, il passe à 2%. Et ça, c'est vrai en SEO, c'est vrai de manière générale, mais du coup, c'est encore plus vrai pour Google Ads. Du coup, le retour sur investissement que tu as de tes investissements Google Ads, lui aussi, il double. Donc, souvent, en fait, tu vois, les gens pensent à tel mot-clé, à tel truc, à telle technique qu'ils pourraient mettre en place, mais il y a un énorme gisement aussi d'optimisation qui est simplement améliorer constamment et de manière continue la conversion sur ton site. Et ça, ça a un impact direct sur la profitabilité de tes campagnes Google Ads aussi. Ok. Et c'est ce que fait ta nouvelle, la startup dans laquelle tu travailles maintenant, qui va s'occuper essentiellement finalement de ce qu'il y a après le clic. C'est ça. Ok. Donc, alors si je résume. Première étape, donc déjà faire une bonne étude de marché, voir les mots-clés, le nombre de requêtes disponibles, le budget qu'on va pouvoir mettre justement par rapport à cette étude qu'on fait. Ensuite, mettre en place un tracking ultra précis et suivre ce tracking pour être OK sur le fait qu'il marche bien et qu'on n'a pas cassé le tracking en faisant une nouvelle modif ou une mise à jour où on a changé le plugin de paiement et il n'y a plus le tracking derrière. Donc à la fois le mettre en place de façon précise mais le checker très régulièrement. Cibler les requêtes. Ensuite, on va cibler déjà les requêtes qui vont être les plus proches, si on parle d'un e-commerce, les plus proches de l'achat, pour aller chercher tout de suite ce qui peut rapidement convertir. Et ensuite, ce que tu expliquais, c'est de mettre en place une campagne dynamique. Je vais revenir dessus parce que je trouve un truc super intéressant avec ça. Donc, mettre en place ces campagnes dynamiques qui vont être capables finalement de... Google va prendre notre site et va lui-même finalement dire ok, ce mot-clé-là, c'est intéressant de l'envoyer sur cette page-là, etc. Ensuite, mettre en place l'automation pour gagner du temps, puis voir aussi les résultats qu'on va avoir avec l'automation et ne surtout pas oublier le on-site parce qu'à un moment donné, on peut passer tous les efforts qu'on veut sur la partie campagne AdWords, etc. Mais si les problèmes ils viennent du site, le levier il est sur le site et pas sur la campagne en fait. Alors deux choses que j'ai notées. Déjà sur le on-site, quand on améliore le site, moi quand je travaille avec des clients sur le référencement naturel, on s'attarde beaucoup sur est-ce que l'internaute qui arrive sur la page il comprend ce qu'il a sous les yeux, est-ce que ça répond à ce qu'il avait en tête quand il a cliqué sur son résultat dans Google, etc. Et du coup on améliore le site clairement et on a vraiment on va améliorer le référencement
mais très souvent on améliore la conversion, et très souvent s'ils font du Google Ads à côté, ils améliorent du coup leur performance Google Ads. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut... alors bien sûr, améliorer son site, vraiment, si on n'amène pas de trafic dessus, ça n'a pas de sens, vraiment. Parce que la première chose à faire, c'est amener du trafic. Mais à un moment donné, continuer d'amener du trafic dans un seau complètement percé, là, faut faire attention parce que, encore une fois, le levier, il est plus sur l'acquisition de trafic, il est sur la conversion, etc. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et avec le référencement naturel, c'est assez difficile finalement d'être bien référencé avec une page qui est vraiment nulle. Donc on le corrige de soi-même, on le corrige en faisant du bon référencement naturel. Mais c'est vrai qu'avec Google Ads, on peut amener beaucoup de trafic parce que finalement, c'est que l'argent qu'on va mettre sur un panier complètement percé. Donc ça, c'est quelque chose, il faut faire vraiment attention. Et ce que je me suis noté aussi, et ça je trouve ça génial, c'est les campagnes dynamiques. C'est un super outil pour aller chercher des mots-clés que tu veux travailler en SEO en fait. Parce que il va aller te chercher des mots-clés beaucoup plus vite. Si tu as du budget à dépenser, il va aller te chercher des mots-clés beaucoup plus vite que toi, ce que tu pourrais faire en fait. Ah mais c'est sûr. Et là d'ailleurs justement, ça c'est très intéressant. Il y a des énormes synergies SEO SIA là. Et en effet, si en fait tu as un annonceur pendant 10 000 clics, tu vois, qui utilise ça et qui te donne un rapport en te disant bon bah voilà, après 10 000 clics, voici en fait la liste de 200 termes de recherche qui ont tous été super rentables pour mon e-commerce. Bah, ça y est quoi, tu peux les prioriser toi d'un point de vue SEO. Et déjà, tu as tu vois, les top 10 mots-clés sur lesquels tu peux bosser en termes de chantier d'optimisation pour le prochain trimestre. Hein. Et créer une page, faire du backlinking, etc., etc. Et ça, effectivement, c'est souvent en SEO, tu sais, on regarde le volume. On se dit, OK, on regarde à la fois le volume et est-ce que ça va être vraiment possible, la difficulté du keyword, etc. Mais là, ce qui est encore plus intéressant, c'est que du coup, cette donnée va être enrichie par une logique aussi business qui est finalement quel est le chiffre d'affaires que m'a remonté ce terme de recherche et est-ce que c'était rentable pour moi, quel était le taux de conversion précis, est-ce que même tu as des stats du coup sur le comportement utilisateur pour dire tiens effectivement il semblerait que sur ce terme de recherche, on arrive à mieux engager les gens, notre site résonne mieux, notre copywriting résonne mieux, nos pages produits peut-être résonnent mieux, mais par contre, sur celui-ci, tu vois, on n'a pas complètement répondu à l'intention de l'utilisateur. Et là, ça te donne encore d'autres insights pour pouvoir te dire, tiens, on pourrait adapter nos pages comme ça. Donc, c'est un super outil qui t'aide à avoir, tu vois, à bien construire des campagnes Google Ads rentables et à monter, mais aussi en fait que tu peux utiliser et exporter ces résultats-là et ces insights, tu peux les exporter dans plein d'autres disciplines, notamment le SEO, ouais. Ouais, c'est super intéressant. Ce que tu dis sur le fait que c'est vrai qu'en SEO, on va regarder le volume de recherche, on va regarder la compétition. Moi, je demande aussi à évaluer ce que j'appelle l'intérêt. C'est-à-dire, en gros, l'internaute, il a une question dans la tête quand il tape son mot-clé. En quoi moi je vais être capable de... Enfin, c'est pas en quoi moi je vais être capable de répondre, mais en quoi moi, si je lui réponds, c'est intéressant pour mon entreprise. Donc, essayer d'évaluer l'intérêt. Mais ça ne reste qu'une évaluation, finalement. Et parce qu'en SEO, malheureusement, quand tu as ces trois valeurs, en fait, l'intérêt, la compétition et le volume, là, tu peux te dire, OK, on va travailler ce mot-clé-là. Mais ça reste qu'une évaluation parce que tu n'as pas encore les vrais résultats, tu n'as pas encore le travail qui a été fait. Tu es obligé de faire le travail en amont. Il y a une prise de risque. Finalement, tu élimines un petit peu cette prise de risque. Bon, le risque, tu as dépensé de l'argent, hein, de toute façon, pour éliminer cette prise de risque via Google Ads. Mais ce côté intérêt, il est mesuré, en fait. Là, il est mesuré par argent, son nom trébuchant. Et voilà, ce mot-clé-là, il fait X euros de chiffre derrière quand on a X visites, quoi. Donc là, tu as ta réponse sur l'intérêt du mot-clé, quoi. Voilà. Bon, alors après, tout ce qu'on a parlé là sur cette approche pour faire des campagnes, tu vois, rentables, etc., il y a quand même un disclaimer, une limite, tu vois, que je pourrais citer, qui est clair. C'est un peu la méthode. Mais pour un annonceur qui cherche aussi une croissance maîtrisée, si tu veux. C'est-à-dire que tu veux éliminer justement les risques, y aller de manière prudente, etc. Il y a des cas, hein, moi j'ai vu des annonceurs où au contraire, eux, ils avaient besoin d'aller très vite. Ils avaient besoin de beaucoup de chiffres d'affaires très vite, beaucoup de résultats rapidement, de monter et de scaler rapidement aussi la partie acquisition client. Et là, pour le coup, par contre, c'est pas du tout la même stratégie. Là, je ne recommande pas, tu vois, les étapes que j'ai données, parce que sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas tout de suite contraindre ton volume, et c'est pas en fait l'objectif. Là, c'est vraiment
dans une logique où toi, tu as ton site e-commerce et tu veux justement y avancer dans Google Ads, mais voilà, en mettant un peu des garde-fous et en t'assurant justement pas à pas de la rentabilité de tes investissements. Mais c'est pas la marche à suivre si voilà, tu as une startup et que tu as levé 10 millions et qu'en fait, tu as 3 mois pour trouver 100 000 clients, tu vois, là non, il faudrait que tu aies une autre approche. Oui, surtout si, ouais, si après ta rentabilité, tu l'envisages même pas avant 3-4 ans, Exactement. c'est pas, tu peux évidemment pas faire le même calcul. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des marchés où tu conseilles de pas du tout aller dans Google Ads parce que c'est une perte de temps, ça sert à rien? Est-ce que tu as déjà vu ça? Ou est-ce que franchement, quel que soit ce que je fais, je peux aller faire du Google Ads? Alors, ouais, alors c'est vrai quand même, hein, de manière générale, dans 99% des cas, moi je dis toujours sur Google Ads, il y a toujours même un petit océan bleu, tu vois. Un petit océan bleu où ça peut être des fois, tu as des mots-clés, mais ça peut être de la pub localisée, par exemple. Tu vois, tu as le mot-clé rachat de crédit, mais que tu achètes que sur la ville de Villeurbanne, j'ai n'importe quoi, parce que toi, tu es à Villeurbanne. Et en fait, rien que pour ça, ça marche, parce que toi, tu es une entreprise de Villeurbanne, etc. Ou alors, ça peut être des fois des mots-clés très, très précis qui peuvent rapporter quelques ventes incrémentales. Ça peut être justement cette opportunité de campagne dynamique aussi. Tu vois, ou qui va te faire apparaître sur des mots-clés que tu n'avais même pas pensé et qui va te rapporter du coup des conversions additionnelles. Mais ceci dit, tu as raison, il y a quand même des fois où en fait, je dirais que ça ne sert pas à grand-chose en fait d'investir sur Google Ads. Par exemple, lorsque justement le marché est trop petit ou trop niche, tu as 200 requêtes par mois. Et du coup, en fait, finalement, c'est même pas, t'as pas assez de requêtes pour que ça soit réellement rentable ou voire pour t'aider à atteindre tes objectifs. Donc là, c'est peut-être pas la première chose à faire. Après, tu as aussi quand les concurrents, eux, ont un avantage concurrentiel sur toi par rapport à leur structure de coûts. Et ce qui leur permet à eux de payer en fait des coûts d'acquisition extrêmement élevés que toi, tu peux pas suivre. Tout à l'heure, justement, je parlais du rachat de crédit, mais c'est un bon exemple, parce que là, tu as des CPC qui peuvent aller jusqu'à 10 euros, tu vois. Tout le monde n'est pas capable forcément de payer des CPC à 10 euros, et il faut que tu puisses potentiellement supporter un coût d'acquisition client à 1000 euros. Donc, si c'est pas ton cas, par rapport, et que tes concurrents t'éclatent là-dessus, peut-être qu'il va falloir que tu sois plus malin et plus créatif pour trouver d'autres manières, toi, que Google Ads, d'acquérir de nouveaux clients. Je vais juste préciser, CPC, c'est coût par clic, pour ceux qui savent pas. Et du coup, c'est voilà, combien on va dépenser pour chaque clic, ce qui veut dire que là, pour achat de crédit, chaque clic va me coûter 10 euros. Donc, en effet, derrière, il y a plutôt intérêt que la conversion, elle soit OK et que je lui vende pas des trucs à 30 euros par mois parce que là, ça va être compliqué, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et puis après, le dernier cas de figure que je vois aussi, où là, pour le coup, Google Ads va pas bien fonctionner, c'est quand tu es un annonceur ou que tu as une entreprise qui crée en fait un nouveau marché. C'est-à-dire qu'en gros, tu vends un produit qui n'est pas recherché. Ouais, en SEO, tu as le même problème. Voilà. Et moi, j'avais eu le cas, par exemple, j'avais des clients par le passé qui avaient créé une entreprise excellente, hein, qui était en fait une énorme innovation pour les maisons, pour l'économie d'énergie dans les maisons. Et donc, en gros, je te la fais courte, hein, mais ils avaient inventé comme un placard que tu pouvais mettre chez toi et qui combinait toutes les solutions d'économie d'énergie, depuis la récupération d'eau de pluie jusque, tu vois, à la géothermie, etc. Et donc, en fait, ils t'avaient tout packagé dans un petit placard que tu installais chez toi et ça te faisait baisser de 30% ta facture d'électricité. C'était génial. Mais en fait, le problème, c'est que personne cherchait parce qu'en fait, personne ne savait que ça pouvait exister. Donc, du coup, là, tu peux dire, j'ai 1 million d'euros à dépenser sur Google Ads, vu que de toute manière, en fait, personne ne cherche ce type de produit-là ou ce type de service, du coup, tu n'as aucun résultat. Donc ça aussi, c'est le cas où, en fait, dans ces conditions-là, Google Ads va certainement pas être ton premier levier d'acquisition, c'est certain. Ou alors, faut mettre en place une stratégie qui prend ça en compte, où tu vas aller chercher les gens avant, c'est-à-dire dans l'idée de comment on fait des économies d'énergie, aux factures d'électricité trop chères, etc. Tu les fais rentrer dans tout un tunnel derrière qui va les amener à ton produit au final. Mais du coup, si la stratégie, elle n'existe pas, c'est compliqué parce que tu vas... Encore une fois, les gens, tu vas les amener nulle part. En fait, tu peux pas les amener parce qu'ils vont pas rechercher ton produit. Donc, faut créer la stratégie et après pouvoir amener les gens pour qu'ils rentrent dans le tunnel, derrière. Oui, c'est ça. Mais comme tu disais tout à l'heure, et du coup, ça demande en fait d'autres types d'efforts ou d'investissements. Ça demande effectivement d'écrire un certain type de contenu.
Même sur l'aspect de la mesure, tu sais, quand tu racontais que toi, tu avais des cycles de vente à 18 mois, bah là, c'est pareil. Il faut que tu sois capable, du coup, de comprendre et d'apprécier l'action que tu as faite en janvier ou la personne qui est venue lire l'article « Comment faire des économies d'énergie » et que tu puisses le suivre sur 1 an, 2 ans pour savoir si, in fine... donc après, tout ça, il y a d'autres logiques qui rentrent en jeu et tu as raison, c'est une stratégie, du coup, complètement à part entière. Ok. Tu disais tout à l'heure c'était bien de se former, qu'on travaille avec une agence ou qu'on ait envie de travailler seul. Donc finalement, dans les étapes que tu as dit, peut-être la toute première étape, ce serait même de l'étape 0, finalement, ce serait de se former. Justement, toi, tu as une formation Google Ads. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? À qui elle s'adresse? Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Et c'est pour quel objectif final? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc, en fait, effectivement, c'est une formation Google Ads là que j'ai lancée. Là, maintenant, ça va faire 1 an. Je la mets constamment à jour, etc. L'idée, que c'est une formation Google Ads pragmatique. Elle est faite pour les entrepreneurs qui ont un business en ligne sérieux, tu vois, et qui veulent justement le faire croître de manière rentable avec Google Ads. Donc là, du coup, cette formation, j'ai vraiment voulu la garder très actionnable. Donc là, je te parle pas dans cette formation, je parle pas des grands projets que j'ai pu faire avec les entreprises du CAC 40, tu vois, qui demandent des équipes, des ingénieurs, des flux de data super complexes, etc. Je m'adresse pas non plus aux professionnels déjà du search qui cherchent des use cases très avancés, etc. Là aussi, j'ai voulu avoir une formation qui implique pas d'avoir des outils très sophistiqués ou de faire des calculs hyper savants. Là, j'ai vraiment voulu en fait faire quelque chose pour, encore une fois, l'entrepreneur e-commerce, bosseur qui veut comprendre et faire bien en fait soi-même dans un premier temps, tu vois. Et c'est pour cette raison que même le tarif de mes formations comparé aux autres, tu vois, il est beaucoup plus accessible. C'est parce que vraiment, tout est axé sur cette population en fait de l'entrepreneur qui a envie de faire soi-même. Et alors, ce que tu vas y retrouver, c'est plein de stratégies. Toutes les stratégies pour à la fois construire les fondations d'un compte Google Ads rentable par la suite. Deuxièmement, éviter vraiment de gaspiller ton budget, parce que c'est souvent le problème numéro 1, quand même, on ne va pas se mentir. Bien optimiser ta rentabilité et puis surtout scaler aussi. Scaler et comment en fait vraiment tu utilises le levier Google Ads pour développer ta boîte, faire de la croissance, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que tu vas retrouver dans la formation. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'elle peut aider certains entrepreneurs qui nous écoutent et même du coup c'est pour ça je suis disposé complètement à faire une super offre à tous tes auditeurs. Tu vois, pour ceux qui aimeraient bénéficier de cette formation, ça sera un plaisir de leur faire ce geste. Écoute, ce que je ferai, c'est que l'offre, on la fera sur les personnes qui sont abonnées à ma mailing list, parce que c'est justement la promesse que je fais, c'est que si tu es dans ma mailing list, eh bien tu auras des offres, etc. Donc les partenaires, etc. Donc on pourra la faire là, mais ça n'empêchera pas que je mettrai le lien de toute façon vers ta formation sur le descriptif de cet épisode, pour que les gens puissent aller la voir, parce que de toute façon, elle est complètement abordable, en effet, en termes de tarifs. Tu disais, un entrepreneur sérieux, c'est dans l'idée de ce qu'on disait tout à l'heure, qui va quand même avoir envie d'y aller. Enfin, qu'est-ce que tu appelles sérieux? C'est une personne qui a envie de passer du temps quand même à comprendre les choses. Comment tu définis sérieux? Oui, c'est ça. Alors, quand je définis sérieux, tu vois, c'est qui a effectivement envie de passer du temps. C'est qui est déterminé à faire réussir son business, numéro 1. C'est pas, tu sais, genre, ah tiens, j'ai une petite idée, un soir et j'ai fait un site, et puis en fait, je travaille dessus 2 jours, et puis après, je le laisse dans un tiroir. Là, non, c'est pas pour ce type de business. Et après, deuxièmement, quand je dis sérieux aussi, c'est que tu as envie de développer en fait ton activité. Tu as envie vraiment de la porter plus loin, de passer des caps. Voilà, toi comme moi, on est des entrepreneurs et on sait que ça demande, tu vois, de l'implication, de la détermination, une certaine pugnacité. Et je pense que justement cette formation aussi, elle s'adresse à ces gens-là parce que tu as quand même quasiment 10 heures de contenu vidéo. Ça va te demander, toi, de suivre la formation avec ton compte Google Ads ouvert, de mettre des choses en place, etc. Et donc, en effet, il faut que tu sois déterminé à vouloir améliorer tes perfs pour après que cette formation, ça soit pas un coup d'épée dans l'eau. C'est le but du jeu. Donc, voilà ce que j'entends par entrepreneur sérieux.
Ok, bah, on a les mêmes entrepreneurs sérieux alors. On cherche les mêmes personnes dans nos programmes. Ok, ça marche. Écoute, je pense qu'on a vraiment bien fait le tour. Je pense qu'on a quelque chose de plutôt pas mal. On a des bonnes informations, des trucs actionnables, des choses à tester. C'est super cool, je pense, pour toutes les personnes qui se posaient la question de Google Ads. Est-ce que c'est pour eux? Est-ce que c'est pas pour eux? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir s'y mettre, etc. Donc c'est plutôt cool. Sur quoi tu voudrais finir cette interview? Et puis, est-ce que tu peux aussi nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut voir un peu plus d'infos sur toi? Oui, bien sûr. Bah, déjà, pour finir cette interview, tout simplement te remercier de ton invitation. C'était une super conversation. J'ai adoré parler Google Ads avec toi et j'espère que ça sera justement utile et actionnable pour tous tes auditeurs. Et puis pour me retrouver, c'est simple. Donc, comme tu l'as mentionné au début, j'ai un blog très facile, mathieu-tranvan.fr. J'y publie en fait des articles autour, alors pas que de Google Ads, mais autour effectivement du marketing digital, du e-commerce, de l'entrepreneuriat. Je publie environ toutes les semaines. Vous pouvez aussi retrouver le calculateur qu'on a évoqué sur ce blog d'ailleurs. Et ensuite, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, comme la plupart des gens. Ça sera un plaisir de se connecter là-dessus. Ok, écoute, merci Mathieu, et puis je te dis à très vite. Merci beaucoup Olivier. À très bientôt. Ciao. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère que tu auras appris des choses et que tu vas pouvoir passer à l'action sur ton Google Ads. Je te mets tous les liens dont on a parlé dans cet épisode dans la description du podcast, donc tu vas avoir le lien vers le calculateur de Mathieu, tu vas avoir le lien vers le blog de Mathieu, tu vas aussi avoir le lien vers la formation de Mathieu. Et si tu fais partie de ma newsletter, au moment où cet épisode sort, eh bien, tu as dû recevoir une offre, donc tu vas avoir le lien avec l'offre spéciale que Mathieu a fait pour les abonnés de la newsletter. Donc n'hésite pas à utiliser cette offre si tu veux accéder à l'offre de Mathieu et faire des économies sur le prix public. Si jamais tu ne fais pas partie de la newsletter, eh bien, tu peux toujours t'inscrire à la formation de Mathieu, tu n'auras simplement pas l'offre promotionnelle. Par contre, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Tu vas retrouver le lien dans la description du podcast, ça s'appelle la Black Box, et c'est dans la Black Box que tu pourras avoir accès aux offres que je fais, aussi bien sur certains de mes produits, certaines de mes formations, et parfois avec des partenaires, comme je l'ai fait là avec Mathieu. C'est au sein de la Black Box que tu peux avoir accès à toutes ces offres qui ne sont pas publiques. Tu ne peux y avoir accès que si tu es membre de la Black Box et donc de ma newsletter. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.